Musique, Frédéric Huttman. Bonjour Frédéric Huttman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir David Aroutunian. Bonjour. Bonjour Frédéric. Je reçois à l'occasion de la parution d'un disque magnifique consacré à deux trios de Brahms, les deuxième et troisième trios en Do majeur et en Do mineur. Deux trios que vous interprétez aux côtés de Sofia Melikian au piano et Michael Armazarian au violoncelle, deux compagnons de longue date pour ces trios. Oui, ce sont deux amis, en fait, en plus d'être des collègues de longue date, ce sont des amis de longue date, vraiment, tous les deux. On se connaît depuis le siècle dernier. À Erevan À Erevan, on était tous les... Alors, avec Sofia, on a carrément le même âge. Elle était dans la classe parallèle à la mienne, à l'école Tchaïkovski à Erevan. Et Michael, on se connaît depuis avant nos 10 ans. Enfin, avant mes 10 ans, en tout cas. Parce qu'il a un an et demi de plus que moi. Donc, on est vraiment exactement dans les mêmes générations. Et puis, on a quitté l'Arménie aussi en même temps. En même temps, mais pour les mêmes raisons Alors, c'est Sofia qui est partie en premier. Sofia est partie parce que ses parents sont partis. Bon, c'était évidemment les années un petit peu sombres pour l'Arménie. Enfin, c'était encore des années sombres pour l'Arménie à la suite de la chute de l'Union soviétique et des problèmes économiques, évidemment, qui en sont découlés. Donc, Sofia est partie avec ses parents en Espagne. Ensuite, je suis parti, alors d'abord tout seul à Paris, étudier au conservatoire de Paris. Et ensuite, Michael est parti à l'école Varga d'abord, ensuite à Bâle. Et donc vous êtes venu étudier à Paris, c'était très très différent de l'enseignement que vous aviez suivi, notamment aux côtés de votre père pour partie. Oui, alors j'ai évidemment suivi l'enseignement de mon père, puisque c'est un violoniste et un pédagogue de grande qualité. Et puis il avait lui-même été l'élève de Leonid Kogan, le grand violoniste soviétique, on va l'appeler, même si le pays n'existe plus. C'était vraiment dans la lignée de l'école russe, tous les trois, puisque on avait évidemment Alors, j'avais un autre professeur que mon père qui a eu, je trouve, cette intelligence de m'inscrire chez un très bon pédagogue qui a eu aussi de très, très grands violonistes qui sont aussi partis, beaucoup de... Enfin, c'est, entre autres, Sergei Khatchatrian qui était aussi chez le même professeur que moi, bien qu'un peu plus jeune. Donc ça, c'était vraiment une très bonne chose, je trouvais, d'avoir suivi cette école russe, école arménienne aussi, évidemment, parce qu'on avait des professeurs arméniens, mais tous issus de l'école russe, parce que tout le monde avait étudié dans les bonnes années au conservatoire Tchaïkovski, évidemment. Et puis, en arrivant en Europe, tous, on s'est retrouvés un petit peu... à devoir suivre complètement une autre direction qui nous a quand même beaucoup ouvert dans certains aspects. Alors l'ironie du sort, c'est qu'on est tous les trois, on a eu des professeurs issus de l'école russe. Il y a eu Monighetti pour Michael, Bashkirov pour Sofia, et moi j'ai rencontré Boris Belkin qui est le grand violoniste qu'on connaît, puisqu'il a travaillé. Encore une fois, ça vient quand même de l'école russe, parce qu'il y a Isaac Stern qui était son mentor, qui l'avait beaucoup ouvert. Donc Stern, enfant d'Ukraine, né en Ukraine. Donc en fait, la lignée, on n'a pas essayé non plus d'y échapper, puisque c'était quelque chose auquel on se sentait très proche. Et en plus, c'est vrai qu'on avait nos idéaux et nos idoles, pour pas les sous-nommés, comme Heifetz, Feuermann, Piatigorsky, Rubinstein. Enfin, on avait le trio. Pour moi, c'était ça. Mon premier disque de trio, c'était le trio l'Archiduc et le premier trio de Schubert, avec Heifetz, Feuermann et Piatigorsky. Et c'est un petit peu ça qui m'a un petit peu
initié à la musique de chambre déjà. Il y a pire comme initiation, mais c'est des disques qu'on pouvait avoir facilement. Alors pas du tout justement. En Arménie, ça, justement communiste. À cette époque-là, non. C'était même pas qu'on pouvait facilement. C'était impossible de les avoir. Alors moi, j'étais un petit peu celui. Donc une fois que Sofia était partie, avec Michael, on s'est beaucoup côtoyé dans les années sombres dans tous les sens du terme, parce qu'on avait 2 heures d'électricité à ce moment-là, qui pouvaient parfois tomber entre 4 et 6 heures du matin. Donc on le savait à l'avance On le savait, oui, je crois qu'il y avait quand même un planning qui était plus ou moins suivi. Il y avait bien sûr des surprises, vous pouvez vous imaginer, parce que donc, alors quand il faisait moins 20, on avait une grande casserole dans laquelle on chauffait l'eau pour pouvoir ensuite se crucher, comme on appelait, parce que c'était avec des cruches. Donc on a et en fait, on se retrouvait. Moi, j'avais la chance d'avoir des amis de mes parents qui voyageaient en France, en Allemagne aussi. Donc, ma tante qui travaillait pour le ministère de la Culture, elle voyageait beaucoup pour faire des expositions consacrées à la culture arménienne en Allemagne, beaucoup, en France aussi. Et en fait, à chaque fois, moi, j'avais eu la chance d'avoir des catalogues de plein de labels comme Deutsche Grammophon, EMI, etc. Et en fait, je découpais les disques comme ça, et puis je tapais à la machine les références pour que ça soit facile pour eux de les trouver. Donc voilà, c'était un petit peu les entrées de disques, et puis on se retrouvait évidemment avec des lecteurs CD à pile, parce que c'était pas possible autrement. Et puis on découvrait ces choses-là. Je me souviens très bien la première fois où j'ai reçu le disque de Heifetz consacré ça s'appelait Show Pieces, avec les airs bohémiens, les rondeaux capriccioso de Saint-Saëns, etc. C'était des disques qu'on avait sur vinyle. C'était des enregistrements qu'on avait sur vinyle. Simplement, sur disque, c'était... je me souviens d'un ami qui m'a dit « Mais c'est pas possible, ils sont 2 ». Donc voilà, c'est ça qui nous a vraiment donné cette envie. Et puis aussi d'apprécier l'objet qu'est le CD. C'est vrai que de nos jours, il y a de moins en moins d'éditions, des sorties physiques. Donc on a été quand même un petit peu bercé là-dedans. Donc c'était presque une façon de remercier en fait le destin, de nous donner la possibilité à notre tour, après ces gens qu'on idolâtrait, de faire aussi, de donner notre humble version de ces chefs-d'œuvre. De ces chefs-d'œuvre. Alors justement, on va arriver à cette version que vous nous donnez des 2e et 3e trios de Brahms pour le label Rubicon, un label anglais. Comment vous en êtes venu à enregistrer pour ce label Alors, Arutunian ? C'est un label anglais qui est présidé par Matthew Crossgrove, qui était un ancien de Deutsche Grammophon, et il a ensuite créé le label Onyx, et très récemment il a créé ce label Rubicon. C'était par Michael, parce que Michael il fait partie du quatuor Kuss, qui est un quatuor basé à Berlin. Oui, qui est un quatuor d'une grande notoriété. Absolument. Et en fait il avait proposé le projet mars 2020, hein. On se souvient de cette période étrange. Et en fait, ça, il a tout de suite accepté. Il nous a non seulement accepté pour ce premier volume, l'idée est de faire une intégrale Brahms consacrée à toute sa musique de chambre avec piano, et éventuellement aussi les quintettes et sextuors. Il faut vous trouver un clarinettiste, voilà, un altiste, et un autre violoniste. Et d'autres violonistes et cornistes. Oui, ça fait. Pour ces chefs-d'œuvre, parce que ce qui est quand même ahurissant dans ces 20 pièces de musique de chambre de Brahms, enfin une vingtaine de. Il n'y a que des chefs-d'œuvre. Il n'y a que des chefs-d'œuvre, mais de toute façon, c'est pour ça qu'on adore Brahms, c'est presque qu'on lui en veut, parce qu'on sait qu'il a brûlé 40% de musique qu'il avait écrit en plus. Donc,
Alors pour les trios, justement, on a la chance d'avoir la première version du premier trio qui est... Alors juste voilà une parenthèse, parce que vous avez enregistré les trios 2 et 3, vous n'avez pas choisi d'enregistrer celui qui est qualifié de premier. Oui, alors parce que c'est pas le premier en fait dans l'ordre chronologique, puisqu'il a travaillé ça vers la fin de sa vie. Donc on s'est dit, on va vraiment, c'est vraiment une œuvre de maturité le premier trio de Brahms, c'est presque anachronique de dire ça, mais quand on écoute la première version ou quand on la joue, on se rend compte qu'il y a vraiment quelque chose qui peut s'apparenter beaucoup à son premier sextuor à cordes. Et en fait, on n'est plus du tout dans un Brahms qu'on connaît, qui sont ses concertos pour piano ou son quintette avec clarinette, qui est, il est dans les derniers opus 115, mais on est vraiment dans quelque chose de assez léger et presque, j'ai envie de dire, printanier. D'ailleurs, il a son premier son premier quintet à cordes qui s'appelle le Printemps et qui est en fa majeur. Alors évidemment, on connaît l'admiration qu'avait Brahms pour Beethoven et on peut pas se dire que c'était par hasard. Donc il y a ces différentes façons de faire et puis l'homme, malgré son génie du début, il a quand même beaucoup évolué et puis il nous a vraiment offert, comme vous dites, ces vingtaines de chefs-d'œuvre incroyables dont on ne peut pas se passer, on ne peut même pas mettre une préférence tellement ils ont vraiment leur place dans l'univers. Oui, c'est des pièces essentielles, mais nous, on a une grande jouissance à écouter ces œuvres. Est-ce que c'est la même jouissance à les interpréter, David Arutunian ? Complètement. On est heureux quand on joue cette musique. En fait, la musique de Brahms, elle est très particulière parce que elle n'est pas particulière par la façon d'être écrite, elle est aussi particulière par la façon dont on la joue physiquement. C'est-à-dire, il y a, en tout cas en ce qui me concerne, je pense qu'on est pas mal à ressentir ça. Il y a quelque chose de physiologique, de presque, on sent ça jusqu'au bout de nos cellules. C'est quelque chose qui est vibratoire et qui nous amène presque dans une sensation de transe. Franchement, je suis pas spécialement mystique, mais il y a quelque chose vraiment qui vient qui frôle l'âme, en tout cas, de l'interprète aussi. Et évidemment, le but, c'est de transmettre ça au plus grand nombre d'auditeurs. Donc, je pense que c'est la sincérité de Brahms, en fait. C'est l'humanisme de Brahms qui se transcende par sa musique. Alors vous avez toujours voulu enregistrer ces trios, ces musiques au cœur. Quand vous avez eu l'idée de faire votre premier disque, aux côtés de Sofia Melikian et Michael Arnazarian, ce sont les œuvres qui se sont imposées, en fait. Exactement. En fait, comme vous dites, c'est les trios de Brahms. C'est Brahms qui s'est imposé à nous, plus que nous, on a choisi sans choisir. C'était évident que ça allait être notre premier, le premier disque qu'on allait graver, ça allait être Brahms, parce que, alors il y a aussi quelque chose qui est très spécifique à Brahms, parce qu'il a beaucoup puisé dans la musique folklorique traditionnelle hongroise, évidemment, parce qu'il était extrêmement dans cette tradition folklorique, allemande aussi bien sûr, et puis ça nous ramène un petit peu à nos racines, ça nous ramène à notre musique folklorique qui nous a malgré tout bercé, même si on a bien sûr été élevé. On parlait de l'Arménie là. On parle évidemment de l'Arménie, d'où on vient tous les trois. Donc on ne peut pas être on peut pas comme en arménien il y a une expression, il dit le fruit ne tombe jamais trop loin de l'arbre. Donc ça se dit aussi en français. Voilà, ça sonne en tout cas de la même manière et ça a le même sens. Donc je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très personnel dans ça et puis l'arbre, qu'est-ce qui est la chose la plus spécifique dans l'arbre, c'est ses racines et les racines vont loin. Donc nous-mêmes, même si on a bien sûr reçu une éducation musicale occidentale et même quand on apprend, quand on fait des cours d'harmonie, de solfège, on apprend tout de suite en fait tout ce qui est basé par l'époque baroque allemande, c'est-à-dire tout part de Bach évidemment qui est le papa de tous, mais il n'empêche qu'il y a pas loin de Bach
nos propres racines à chacun. En fait, je pense que chaque interprète... et puis l'art de l'interprétation, c'est aussi quelque chose qui est vraiment à part entière. J'imagine parfois... je m'inspire même de certaines scènes ou des choses qu'on peut voir chez Charlie Chaplin ou qui en soi, voilà, il crée quelque chose, mais en fait, il interprète. Donc, on est dans une interprétation perpétuelle. Mais vous parlez de la musique hongroise, effectivement source d'inspiration pour Brahms, mais on n'est pas quand même chez Brahms comme on est avec Bartók ou Kodály, des compositeurs qui sont inscrits dans une musique savante en puisant dans des traditions et dans des musiques traditionnelles. Brahms, c'est quand même... il s'en inspire, mais on n'est pas dans la même relation à la musique traditionnelle quand même. Alors, on en est quand même pas loin parce que ne serait-ce que les modes de jeu instrumentaux, pour nous, les cordes, c'est vraiment inspiré de la musique tzigane, de la musique de la musique hongroise qu'il avait dû forcément voir par chez lui. Donc, on est très intimement lié à cette musique, à ses influences. Donc, évidemment, c'est pas comme Bartók ou Kodály qui prennent directement le thème et ils les harmonisent génialement comme ils ont fait tous les deux. D'ailleurs, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire, sans Brahms, Kodály n'aurait pas fait et sans Kodály, Bartók n'aurait pas existé. Donc, je pense qu'on est très intimement lié à la musique de cette Europe de l'Est qui a fini en plus. Brahms, il a fini sa vie à Vienne, donc il a vraiment puisé dans ce qu'il entendait de plus de l'Empire austro-hongrois, forcément. Alors, avec vos deux compagnons de trio, Sofia Medikian au piano et Michael Arnazarian au violoncelle, vous habitez chacun dans des capitales européennes différentes. Sofia, sans mauvais jeu de mots, habite en Espagne, ce qui était prédestiné. Et quant à Michael Arnazarian, il réside dans une autre capitale. Il est à Berlin. Michael est à Berlin, Sofia à Madrid. Et alors évidemment, on ne peut pas répéter tous les matins, mais on se retrouve. Comment vous y arrivez En fait, on fait on fait ce qu'on appelle des sessions, des résidences. Donc on se retrouve très longuement où on répète toute la journée avec. Et puis on est toujours très 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 heureux de se retrouver parce que, à part l'aspect professionnel qui nous lie de façon très intime aussi, et on est très amis et puis on a toujours plein de choses à se raconter, que ça soit concernant l'Arménie, nos amis communs, nos amis non arméniens aussi, et puis on prend des nouvelles à chaque fois. Donc je pense que sincèrement, depuis le temps qu'on travaille ensemble, il n'y a pas eu une seule fois où on n'a pas eu envie on n'a pas eu envie de se retrouver, de jouer ensemble, d'aller l'un vers l'autre, parce que on peut se retrouver aussi bien en Allemagne, à Paris, comme en Espagne. Donc là, c'est vraiment, il y a quelque chose de très original malgré, c'est des sensations qu'on n'a pas l'habitude d'éprouver. Ces trios de Brahms, il y a une écriture quand même très orchestrale. Il y a une densité des cordes. Souvent, le violon et le violoncelle sont liés très fortement et donnent une couleur, une texture très orchestrale. Oui, bien sûr, Brahms, qui est le symphoniste, on va dire, par excellence, qui est très, très inspiré de Beethoven, mais en fait... Comme tout ce genre de génie, heureusement, on a une lignée qui vient de Haydn qui les a amenés jusqu'à Brahms, jusqu'à même on peut dire Schoenberg. Donc, moi, ce qui me touche presque le plus chez Brahms, en fait, c'est sa maîtrise de la forme, c'est-à-dire cette tradition qu'il a perpétuée venant de Haydn, on peut dire, mais qu'il a évidemment fait évoluer et développer de façon incroyable pour être le compositeur romantique par excellence. Évidemment, on peut dire qu'il y a eu Mendelssohn entre
Mozart et entre Mozart, Schubert, Beethoven, il y a eu Mendelssohn qui peut un petit peu lier, qui est un génie, je trouve, pas du tout assez reconnu. Enfin, il est quand même reconnu, mais pas forcément à la mesure de son génie. Pour moi, il y a parfois un peu de condescendance. oui. Et je trouve que Mendelssohn, c'est presque le premier romantique avec... vrai romantique, parce que quand même je pense que le romantisme vient surtout de Beethoven mais chez Beethoven, parce qu'il y a cette espèce de cassure des codes, mais une fois qu'on maîtrise, une fois qu'on a cette virtuosité d'écriture enfin c'est sans fin, c'est inimaginable d'être un génie pareil en fait tout simplement, de la même manière que Mozart était un autre génie. Alors, il n'était pas dans la même sphère, parce que Mozart, il avait une facilité d'écriture que Beethoven n'avait pas du tout, et c'est pas du tout comparable. D'ailleurs, je pense souvent, en voyant les manuscrits de Mozart, à quel point il n'y a pas une seule rature. Mandelstam disait, en parlant de Dante, il disait... Dante n'est pas un écrivain, c'est un copiste. Il copie ce que Dieu lui dit, ce que Dieu lui dicte. Mozart, il a ce côté-là, ça vient d'on ne sait d'où. On n'a pas besoin de croire ou de ne pas croire en Dieu. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est au-delà d'un enfant prodige ou d'un ce qu'on appelle un génie. Donc, et je pense que ce qui est ce qui me touche chez Brahms, c'est son appartenance à cette tradition, mais en fait qu'il a tellement développé, et tellement sans jamais devenir quelque chose d'outrancier ou un romantisme. On peut pas, en tout cas c'est encore une fois très personnel, mais je pense notamment, on sait que Brahms et Wagner ne s'entendaient pas, mais je pense que Brahms était d'abord un humaniste en tant qu'homme, et surtout Brahms, il aimait tellement la forme, et il la maîtrisait tellement qu'il s'est passé d'écrire un opéra. Wagner n'aurait jamais pu composer une symphonie ou un concerto, parce que honnêtement, je pense qu'il n'avait pas du tout la maîtrise de la forme, ou en tout cas pas l'envie de maîtriser comme on fait d'autres. David Aroutunian, quand on écoute ces trios, quand on écoute toutes les œuvres de Brahms dans lesquelles il y a du violon, on est quand même frappé par une écriture qui valorise tellement votre instrument. Il tire du violon ce qu'on attend du violon. Exactement. Mais au risque de tomber dans un cliché. En fait, vous n'êtes pas du tout dans un cliché, parce que mon expérience de jeune violoniste, ou même de débuter le violon, j'ai débuté le violon puisque on avait un vinyle de concerto de Brahms que j'écoutais. Je pense que c'est une des premières choses. On parle beaucoup de manipuler, pour la motricité des enfants, parce que j'ai 2 petits-enfants, donc je m'y intéresse forcément. La petite motricité. Et moi, ma petite motricité, c'était de mettre un disque sur le tourne-disque, et de mettre l'aiguille sans abîmer le disque. Donc, ils prenaient des risques, vos parents. Oui. Je pense que, à mon avis, ce disque m'était un petit peu sacrifié dans un certain sens. C'était une version de concerto de Brahms avec Hendrik Schering tout était, en fait, pour moi, c'était une espèce d'harmonie, ne serait-ce que la photo de la pochette, et puis la musique. Je pense que depuis que j'ai 3 ans et demi, 4 ans, j'ai mis ce disque jusqu'à ce que j'écoute d'autres versions, évidemment, parce que il y en a tellement que j'ai admiré, que j'ai écouté, jusqu'à ce que je m'y penche moi-même. Donc je pense que le fait que je fasse du violon, c'est ce disque qui est pour quelque chose. Schering, c'est un violoniste qu'on écoutait alors en Arménie ou dans des pays communistes. Bien sûr. C'était parce qu'on penserait plutôt à David Oistrakh. Alors David Oistrakh, bien sûr, c'était le roi, et puis pas pour rien. Mais alors il y avait un petit peu tout découlait évidemment de l'école de la tradition russe. Donc on avait presque chacun était dans une catégorie. Il y avait Schering pour les Bach, il y avait Grumio pour les Mozart.
Oistrakh pour tout. Et puis il y avait comme on appelait le prophète, quoi, Heifetz, qui était une espèce d'ovni venu comète, c'est encore mieux, venu pour transcender tout ce qui a été écrit en fait pour le violon, comme si ça avait été écrit pour lui. Et donc vous écoutiez ce concerto de Brahms avec Henrik Gehring. On en parlait hors micro, David Aroutunian. Il y a pour vous un autre immense violoniste russe, soviétique. Ça, c'est aux auditeurs de juger. C'est Gidon Kremer qui pour vous revêt une importance aussi révolutionnaire. Ah oui. En fait, pour moi, il y a vraiment... Il y a toute la tradition avant 1900, c'est-à-dire... ceux qui sont nés avant 1900, Michael Mann, Szigeti, qui est un immense violoniste, Kreisler évidemment. Mais il y a eu ce jeune homme là qui a, ne serait-ce que le fait qu'il ait joué le concerto de Mendelssohn à 6 ans avec orchestre. On ne sait pas comment il l'a joué, mais en voyant comment il jouait déjà à 11 ans, on peut s'imaginer le phénomène. Je pense que le mot phénomène n'est pas assez fort. Et puis il a révolutionné vraiment la façon de jouer du violon, que ce soit dans les articulations, dans le vibrato, dans la main gauche, dans la main droite. Enfin, tout était vraiment... Il y a eu un avant et un après Heifetz. Quand on sait que des immenses violonistes comme Leonid Kogan, en fait, ils avaient cet idéal d'essayer d'atteindre Heifetz. Bon, dans un certain sens, je trouve ça presque dommage, parce qu'il avait un talent tellement incroyable qu'il n'avait pas besoin d'imiter quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, il y a eu, après Heifetz, il y a eu quelque chose qui était vraiment très différent. L'art du violon a fait un pas, je pense, 50 ans en avant, tout comme... avec Gidon Kremer qui a 46 ans de moins que Heifetz, donc presque un demi-siècle après. C'était la même révolution. Ouais. C'est la même révolution dans le style, en fait, c'est dans un certain sens, je pense à Brahms parce que il a pu aller aussi loin, parce qu'il maîtrisait aussi bien la tradition, l'école, la base. Et Kremer, c'est la même chose. Il avait une maîtrise des traditions, de la tradition évidemment soviétique russe, parce que c'est un élève d'Oistrakh, mais surtout, c'était quelqu'un de tellement évolué et de tellement visionnaire. Kremer, c'est le premier soliste, violoniste, qui a joué un pianissimo sur une scène, je pense. Donc, avant lui, ça n'existait pas. Ne serait-ce que quand on regarde... On avait peur que le public ne perçoive pas. Exactement, il y avait cette chose où il faut vraiment que ça passe jusqu'au bout. Maintenant, il y a de très, très, très bons jeunes, du coup, plus jeunes que Kremer, des violonistes qui osent. Et puis, il a vraiment révolutionné. Il a donné la possibilité en disant, voilà, le concerto de Beethoven, ça peut se jouer pas du tout comme vous l'avez entendu jusqu'à présent. Et quand ça a sa raison d'être. Ouais. Et c'est incroyable. Pareil, ça fait partie des... Je pense, concerto de Brahms, Heifetz et Kremer, ça fait partie des choses qui me donnent encore aujourd'hui l'envie de creuser et de comprendre et de... Alors on parle beaucoup, et à juste titre, de Brahms, dont vous avez enregistré les trios 2 et 3, successivement en Do majeur et en Do mineur. Il y en a un qui est de 1880 et l'autre de 1886, ces trios. D'ailleurs, vous les avez enregistrés avec... Sofia Melikian et Michael Arnazarian en parlaient. Je crois que c'est dit dans le texte qui accompagne ce disque, qui vient de paraître pour le label Rubicon, c'est que Brahms, quand il a composé son deuxième trio, il en était content. Ce qui est assez inattendu de la part de ce génie si insatisfait. Quand on sait le nombre d'œuvres, et notamment, je pense à son quintet avec piano, qui est encore une fois opus 34, mais qu'il a travaillé. Oui, parce qu'il avait fait une première version pour 2 pianos. Exactement, et ensuite il a fait une deuxième version pour un quintet à 2 violoncelles. Donc, évidemment en s'inspirant de Schubert. Donc,
je donnerais vraiment cher pour retrouver le manuscrit de cette version du quintet. Oui, il l'a jeté, ça. Il l'a jeté, il l'a brûlé. De toute façon, il voulait. Enfin, je pense qu'il l'a brûlé consciemment pour que personne n'y mette son regard et qu'on puisse pas y accéder. Et puis, il avait quand même l'influence, évidemment, de Clara Schumann qui avait absolument envie de participer à l'interprétation de ce quintet, qui avait, je pense, dû voir à quel point c'était un chef-d'œuvre absolu. Alors donc ces 2 trios de Brahms 2 et 3 que vous avez enregistrés, puis on attend avec impatience la suite, David Aroutunian. Est-ce qu'il y a des trios d'autres compositeurs qui vous procurent une plénitude similaire à celle que vous procurent ces trios de Brahms C'est évidemment pas du tout la même chose, et puis on peut pas vraiment comparer, mais si, on peut dire que les trios de Mendelssohn, c'est quelque chose en jouant Mendelssohn, on se sent avoir 17 ans, et comme quand on avait joué pour la première fois. Peut-être Mendelssohn, ça ramène à quelque chose d'un tout petit peu plus en arrière, alors que Brahms, c'est un travail perpétuel dont on n'est d'ailleurs jamais satisfait, parce que en ayant fini ces trios, on s'est dit, bon, c'est super, très bien, content, c'est fait. Puis on s'est dit, on attend 20 ans, on le refait. Donc c'est quelque chose qui est un peu plus sur la longueur, Brahms. Et évidemment, on ne peut pas ne pas parler des trios de Beethoven, des trios de Schubert. Il y a vraiment on a beaucoup de chance de Schumann, évidemment, qui sont des chefs-d'œuvre. Ce répertoire est gigantesque. Oui. Répertoire singulièrement beaucoup du 19e siècle et beaucoup plus rare au 20e. Oui, alors il y a les Shostakovich, bien sûr. Oui, mais on parlait de Bartók ou Schoenberg, ces compositeurs qui n'ont pas laissé d'œuvre pour le trio avec piano. Non, Schoenberg, il nous a quand même laissé le trio à cordes qui est un défi sans fin. Une œuvre exigeante. Oui. Aussi pour l'auditeur parfois. Bien sûr, oui, on peut pas. Mais de toute façon, justement, on parle du génie de Brahms, mais Webern, Schoenberg, Berg, c'est aussi cette école qui nous... souvent, on a un petit peu peur, en fait, de les aborder en tant que musicien déjà, mais les auditeurs, ils se disent non, mais c'est compliqué, je peux pas comprendre, tu comprends, il faut que... Non, en fait, ça me rappelle un petit peu dans Jeux et théorie du Duende, je crois que c'est comme ça la traduction française de Garcia Lorca. Il parle à un moment, il parle d'une danseuse de flamenco à qui ils mettent différentes musiques. Alors, pour le coup, Brahms ne lui plaît pas, parce que je crois que c'est Brahms, Milhaud, je ne sais pas pourquoi, Dvorak et Bach qu'on lui met. Et la dame n'a jamais rien entendu de la musique classique, et en écoutant Bach, avec son bagou flamenco, elle dit ça a du duende. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin d'une culture ou d'une recherche, d'être un mélomane averti pour accéder, tout simplement. Je regrette qu'il n'y ait pas beaucoup plus de musique classique qui passe, ne serait-ce que malheureusement on les passe trop souvent dans les parkings et pas assez souvent dans des endroits où les gens peuvent s'attarder, justement. Oui, on n'a pas envie de s'attarder forcément dans un parking. Oui. C'était le concerto de Brahms par Jascha Heifetz, David Aroutunian. En tout cas, on a envie de s'attarder sur votre disque des 2e et 3e trio de Brahms qui vient de paraître pour le label Rubicon. Je rappelle que vous êtes aux côtés de Sofia Melikian au piano et Mikhail Arnazarian au violoncelle. Un disque absolument magnifique et il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité. Merci beaucoup Frédéric Huttman. Pour illustrer cet entretien avec le violoniste David Aroutunian, je vous propose de l'écouter interpréter le 3e trio en do mineur, opus 101 de Johannes Brahms. Il est aux côtés de Sofia Melikian au piano et Mikhail Arnazarian au violoncelle. Merci pour votre écoute. Bonne fin de soirée sur RCJ.
Thank you.